Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 151, 151. Et pour fêter cet événement, parce qu'on a dépassé le cap des 150, eh bien c'est une suggestion en duo d'analyse avec quelqu'un pour qui, vous le savez, j'ai beaucoup d'estime, d'admiration et d'amitié en plus, qui nous fait l'honneur de sa présence à l'Odyssée. Sylvain Schirman. Bonjour Sylvain. Bonjour Farouk. Bienvenue. T'as passé de belles fêtes, ça va? Oui, tout va bien. J'espère que nos spectatrices et spectateurs également. Mais la plus belle des cadeaux, le plus beau des cadeaux, ce sera la réouverture des salles de cinéma, d'autant qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2020, c'est-à-dire 125 ans après, le 28 décembre 1895. Vous me direz, et alors? Eh bien, je vous répondrai que c'est la date de la première projection publique payante dans le Salon indien du Café de Paris, le 28 décembre 1895, mais j'aurai l'occasion d'en parler dans une très prochaine chronique de l'Odyssée. Alors aujourd'hui, il faudrait peut-être que Sylvain se rapproche plus, voilà, pour rester bien cadré dans le champ de la caméra, qui n'est pas une caméra très sophistiquée puisque c'est un téléphone portable. Eh bien, sur proposition de Sylvain Schirman, eh bien, on va vous parler pour 151, numéro de la suggestion, eh bien, vous aurez 3 pour 1 aussi, puisqu'on va vous parler de la trilogie allemande de Fassbinder, avec 3 films. Le mariage de Maria Braun, qui date de 1979, Lola, une femme allemande, qui date de 1981, et Le secret de Véronica Voss, qui date de 1982, c'est son dernier film malheureusement, puisqu'il meurt aussi en 1982. Alors moi je voudrais te poser une question pour commencer, parce que comme d'habitude on ne prépare pas et on improvise, mais tu es un puits de savoir, cher Sylvain. Moi ce qui me frappe, c'est que dans cette trilogie allemande, il y a eu 3 personnages féminins, Maria, Lola et Véronica, et qui sont en même temps une métaphore de l'Allemagne. Autant que je sache, moi qui ne parle pas l'allemand, qui parle autant l'allemand que j'ai de cheveux sur le crâne, eh bien, pour désigner la nation ou le pays, l'Allemagne, on parle de Vaterland. Et là, Fassbinder, il nous montre 3 personnages féminins. C'est assez intéressant d'ailleurs de relever ça, parce qu'en fait, il y a une lecture de l'histoire de l'Allemagne par Fassbinder à travers les personnages. Et donc, quand il filme l'Allemagne d'après 1945, les héroïnes sont des femmes. L'Allemagne, c'est une femme. C'est le cas dans la trilogie allemande. Mais quand il filme l'Allemagne de l'entre-deux-guerres ou l'Allemagne de l'ascension du nazisme, c'est-à-dire les années 20 et les années 30, là, les héros sont masculins. Et donc, en fait, ce choix d'incarner l'Allemagne par des femmes, notamment dans la trilogie allemande, qui est une réflexion de Fassbinder sur l'histoire de la RFA, et notamment sur le continuum entre l'histoire d'avant 45 et l'histoire d'après 45, le choix des femmes par Fassbinder, il relève de plusieurs approches. La première approche, c'est que, effectivement, puisque la trilogie couvre les années 50, le mariage de Maria Braun s'arrête en 54. Lola, une femme allemande, 57. Prend la période des années 55, 58, 59, et Véronica Voss, c'est juste la fin des années 60, c'est l'année 59 en gros, qui couvre ce film. En fait, la réalité, c'est qu'il y a un déséquilibre au profit des femmes en Allemagne. Parce que le lendemain de cette Seconde Guerre mondiale, la reconstruction, il ne faut jamais oublier de le dire, est assurée par les femmes, qui se retrouvent souvent veuves, seules, avec des maris tombés ou des fiancés tombés au front, et avec un retour très très lent des prisonniers, puisque Konrad Adenauer va négocier le retour des prisonniers à Moscou en 1955, avec d'ailleurs une incidence locale, puisque c'est là que les derniers, malgré nous, que les soviétiques considéraient comme des prisonniers allemands, sont libérés des camps russes. Donc, il y a une réalité démographique, c'est le point indiscutable des femmes dans l'Allemagne de la période traitée par la trilogie.
Puis ensuite, il y a une volonté de coupure, c'est-à-dire une volonté de Fassbinder de s'interroger sur le fait de savoir que si cette Allemagne aux mains de femmes coupe réellement avec cette Allemagne masculine qui est incarnée d'ailleurs dans des films contemporains. Je pense à Berlin Alexanderplatz du même Fassbinder, hein, qui vous montre cette ascension du nazisme, cette Allemagne de Weimar, cette fin dramatique de Weimar. Et là, ce sont les hommes qui sont au cœur du dispositif. Ben, c'est de s'interroger, de savoir si cette nouvelle Allemagne est différente de l'ancienne Allemagne. Et en substituant ainsi des personnages féminins aux personnages masculins, c'est de savoir si on a vraiment tourné la page et si ces vertus qu'on pourrait prêter aux femmes sont réellement des vertus incarnées par la nouvelle Allemagne. Or, que voit-on? Et c'est là que l'écriture cinématographique de Fassbinder est extrêmement intéressante. 2 films sont en couleur, le mariage de Maria Braun et Lola, avec et un dans film... Lola, un travail formidable sur les couleurs, dans la maison de rendez-vous, etc. Exact. Et un film est en noir et blanc, c'est Le secret de Veronica Voss. Et donc 2 femmes sont du côté de ce qu'on pourrait appeler la vie, c'est-à-dire elles essayent les 2 de se relever, elles essayent de reconstruire, elles essayent de s'inventer un avenir, et une, Veronica Voss, qui d'emblée, dès le début du film, est du côté de la mort et de la nostalgie de ce qu'elle a été sous le Troisième Reich. Donc, il y a cette volonté aussi de voir si ces personnages féminins peuvent, si tu veux, tourner la page avec les personnages masculins qui imprègnent les périodes chronologiques filmées par Fassbinder dans les années 20 ou dans les années 30. Et c'est ça qui est extraordinairement intéressant, parce que la réponse, somme toute, elle tombe dans les 3 films. C'est non. Oui. On n'arrive pas à tourner cette page. Mais est-ce que tu serais d'accord si, de façon plus schématique et brève, je disais que les hommes, dans la vision du monde de Fassbinder, sont responsables de ce qui a conduit à l'arrivée au pouvoir du nazisme et à la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été, au fond, l'arroseur arrosé, d'une certaine manière, avec tout le cortège de tragédies qu'ils ont fait subir les nazis à toutes les populations d'Europe, et pour commencer celle de Russie, et que, justement, en leur absence, parce qu'ils ont failli, ils sont absents, et parce qu'ils sont blessés, morts, prisonniers, etc., eh bien, c'est aux femmes d'essayer de composer pour assurer ce redressement. Pour autant qu'on puisse parler de redressement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces 3 films sont centrés géographiquement, c'est-à-dire que Maria Braun, c'est plutôt Berlin, on est d'accord, le Berlin des ruines de Berlin, avec une évocation ou un clin d'œil à Allemagne année 0, à l'évidence. Ensuite, c'est Bonn, la nouvelle Weimar, on pourrait dire, de la RFA, la ville de Bonn pour Lola. Et puis avec toute la spéculation immobilière, on en reparlera. Et puis Veronica Voss, autant que je me souvienne, c'est à Munich que ça se développe pour l'histoire qui concerne cette ancienne star de la UFA. La UFA, c'est la grande maison de production allemande, et qui vit dans une nostalgie par rapport à justement ce passé définitivement effacé et aboli. Alors, si tu es d'accord, on peut commencer par un peu dire un certain nombre de choses de ce point de vue-là sur le regard, la radiographie que fait au fond Fassbinder à partir de Maria Braun, puis on pourra aussi y voir, et puis on verra après les différences et en même temps la complémentarité entre ces 3 films. Est-ce que tu es d'accord avec cette... Tout à fait. Alors, Maria Braun. Pour et Maria... si tu veux bien te tourner pour que justement tu sois... Le caméraman qui est Zoé, que je salue, te fait des signes désespérés en disant ne tourne pas trop vers Farouk, mais tourne vers la caméra. Ben, voilà. écoute, je vais essayer de faire ma star et de me tourner donc vers la caméra. Pour Maria Braun, en fait, ce qui est extrêmement important, c'est que Maria Braun, elle tourne la page. Elle tourne la page très vite parce qu'en fait, elle est obligée de survivre. Puisque Hermann, d'ailleurs, tu vois le prénom, son mari, qui en principe, d'après ce qu'elle sait, est
considéré comme disparu ou mort au front puisqu'il ne revient pas, eh bien, pour survivre, en fait, il y a symboliquement toute cette collusion entre Maria Braun et les soldats américains présents en Allemagne. Et c'est d'ailleurs dans les bras des soldats américains qu'elle vient non seulement trouver une forme de réconfort, mais aussi l'amorce de sa reconstruction financière et matérielle et de sa progressive réussite, puisqu'en fait elle finit comme quasiment chef d'entreprise, et donc on peut considérer que Fassbinder voulait montrer avec quelle rapidité et surtout quelle méthode, quels moyens l'Allemagne s'est reconstruite à la fin de la guerre, puisque 1954, c'est en gros historiquement la fin de la reconstruction allemande. C'est là qu'on va basculer dans ce fameux miracle allemand qui sera au cœur de Lola, femme allemande. Et qu'est-ce qu'il nous montre à travers ce film? Moi, il faut se souvenir de la fin. La fin, elle est magnifique. Il y a d'abord elle et son compagnon du moment qui entendent à la radio la finale de la Coupe du Monde de 1954 de football, Berne, ce qu'on a appelé en histoire le miracle allemand, parce que si vous prenez l'histoire du football jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'est pas une nation du football. Une grande nation de football. C'est une nation somme toute assez moyenne, dépassée par d'autres nations comme l'Italie, l'Angleterre, qui ont les clubs ou qui trustent pour l'Italie les championnats du monde. Et voilà que l'équipe qui n'est pas favorite, l'équipe allemande, bat en finale cette grande équipe de Hongrie qui fait rêver l'Europe et la planète foot entière à l'époque, et est sacrée championne du monde de football. Et alors là, il y a un malin plaisir de Fassbinder à nous mettre en avant ce commentaire original de Fritz Zimmermann qui s'étrangle pratiquement à la fin du match tellement il est heureux de cette victoire, et qui, si vous regardez bien, prend la tonalité, et si vous écoutez bien, prend la tonalité, les expressions et les mots, jusque les mots, des commentateurs nationaux socialistes. D'ailleurs, lui-même, il était déjà... Lui-même était compagnon de route, Zimmermann, du national-socialisme dans la phase antérieure, et donc là, il y a un clin d'œil. Est-ce qu'on a fondamentalement changé? Et il met le doigt sur un nationalisme de substitution. Revanchard, un peu. Oui, qui s'infiltre par d'autres canaux que le nationalisme guerrier antérieur, et le football est un des éléments d'expression de ce nationalisme de substitution, comme on annonce la suite, comme le miracle économique, le démarque, si tu veux, va être un autre modèle de nationalisme de substitution, va être un autre accrochage de l'Allemagne. Et avec cette question, est-ce que fondamentalement, on a changé? Est-ce que ce football qui est pacifique, est-ce qu'il ne traduit pas autre chose de l'Allemagne? Est-ce que les vieux démons ne sont pas de retour à travers ce nationalisme de substitution? Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est cette idée fréquente chez Fassbinder qu'on n'a pas fait l'introspection, qu'on n'a pas fait le travail de mémoire nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé et qu'on tourne la page. D'ailleurs, il est assez significatif, Maria Braun a tourné la page de son époux, et son époux revient à la fin du film. Il fait partie de cette dernière vague de gens libérés dont on n'attend plus le retour et qui sont là, et qui découvrent quoi? Pas l'épouse qui l'a quitté, mais une femme qui lui est étrangère, et qui a profité pour lui de son absence pour mener une vie sans lui, et j'allais dire quasiment une vie dont il faudrait savoir ce qu'il pense. Fassbinder ne lui laisse pas le choix, puisque la réussite explose. Oui. L'immeuble et l'entreprise explosent. Puisqu'il y a une fuite de gaz, exactement, comme un acte manqué de Hermann d'ailleurs. Exactement. Il s'allume une cigarette au four d'eau à fuite de gaz, voilà, provoquée par Hermann, qui est celui qui a servi le régime national-socialiste, comme un clin d'œil à ce qu'a été le national-socialisme, c'est-à-dire une mise à feu et à sang de l'Europe entière, et une réflexion de Fassbinder sur cette Allemagne nouvelle. Est-ce qu'elle ne retrouve pas ces vieux démons en tournant cette page très vite? Ça, c'est pour moi
le mariage de Maria Brown. Quant à Lola, c'est l'espèce... Excuse-moi, Sylvain. En même temps, c'est pas seulement le miracle économique qui est annoncé, mais c'est aussi, au fond, la renaissance d'une identité politique allemande qui est évoquée, à mon sens, dans le film Le mariage de Maria Brown, mais justement une identité qui est pleine de paradoxes, de contradictions, y compris de contradictions explosives si on regarde l'histoire fictionnelle du film. Alors, pour en revenir à ce que tu appelais identité allemande, oui, elle est interrogée. Il y a effectivement deux, trois choses qui montrent aussi qu'en toile de fond, il y a une forme de guerre froide. Ouais. On est en période de la guerre froide. Il y a d'abord à un moment donné dans la gestion de l'entreprise textile des allusions sur le poids des syndicats, et notamment sur cette cogestion et ce partage des responsabilités nécessaires avec l'outil syndical, qui pose problème à des gens qui ont envie de reconstruire vite. Et en même temps, en montrant des syndicats qui acceptent de co-gérer l'entreprise, Fassbinder interroge sur le rôle, sur le progrès social, sur la perspective d'une vraie amélioration de la condition ouvrière. En même temps, il vous montre aussi le poids des États-Unis dans la reconstruction allemande. Parce que le succès de Maria Brown est complètement dû à ses rapports avec les Américains, à une interrogation à partir de ce moment-là sur la liberté allemande, sur le choix du modèle de la reconstruction. Et finalement, cette idée que cette reconstruction, elle est aussi favorisée, entretenue, voulue et mise en valeur en termes de modèle par l'extérieur, par les Américains. Et elle montre comment cette Allemagne, finalement, va adopter des formes d'américanisation, ce qui lui permet encore d'interroger, en fait, l'Allemagne sur la compréhension de la période précédente. Tout ça est là. Ce sont des films, même si tu as une écriture extrêmement nerveuse, comme le fait Fassbinder, mais tout ça, ce sont comment dirais-je, des touches qui doivent faire réfléchir le spectateur allemand, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le spectateur allemand des années 70-80, qui lui se pose ces questions. Et Fassbinder alimente ces réflexions. Et ce spectateur-là, il a découvert à la fin des années 60, avec la vague de 68, déjà quelques mois avant, 68, mais 68-69, au fond que derrière ce qu'on appelait ce miracle allemand, il y avait le silence obstiné, lourd, malsain de la génération de leurs parents sur toutes les errances du nazisme. Et oui, on a été coupé, mais c'est les aléas de la technique. Je disais que les spectateurs auxquels s'adresse Fassbinder en 79, eh bien depuis 68, 69, il y a une part importante d'une jeunesse qui découvre avec écœurement et dégoût l'hypocrisie de leurs parents et une complicité complaisante et plutôt qui refuse d'être critique vis-à-vis de tous les crimes du nazisme, et donc qui se rend compte qu'il ne peut pas y avoir une définition de l'identité allemande qui soit fondée que sur un miracle économique sans faire l'indispensable critique du passé, ce que, à partir des années 70, 80, la RFA fera d'une façon assez remarquable. Mais rappelons-nous le film Le labyrinthe du silence. En 1954, les Allemands ne savaient pas ce que c'était qu'Auschwitz. Ils ne le savaient pas. Voilà. Donc, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, mais tu as tout à fait raison de souligner un peu cette redécouverte, cette introspection allemande qui commence peut-être un peu plus tôt, mais j'allais dire, les voix sont isolées dans les années 50. Il y a des voix sur le nécessaire rapport au passé, sur la culpabilité collective. Je pense qu'il faut quand même attendre la fin des années 50 pour voir des choses se mettre en place avec toute la série des procès des premiers grands criminels nazis, si je fais abstraction de Nuremberg, avec le procureur Bauer oui. à Francfort. Et donc là où les procès de Wuppertal, on est à la fin des années 50. Et puis quelques gestes d'éclat au cours des années 60, notamment l'arrivée au pouvoir de Kurt Georg Kiesinger, le chancelier
de 1966 à 1969, dont le passage au sein du NSDAP, et notamment à la propagande à l'Auswärtiges alimentera toute une série d'articles et de presse, et qu'on dira Beate Klarsfeld à ce geste symbolique de gifler le chancelier. Donc il y a une génération, seconde moitié des années 60, qui interroge en permanence. Ce sont ces enfants nés à la fin de la guerre, nés dans l'immédiate après-guerre, qui sont souvent, comme l'avait dit un sociologue allemand, Mitscherlich, des enfants sans père, à tous les sens du terme. Soit que le père était absent, soit que le père il est à récuser puisqu'il était proche des nationaux socialistes, qui arrivent à l'âge, j'allais dire, de jeunes adultes, la vingtaine, à travers les universités allemandes, et qui vont interroger ce passé allemand et qui vont interroger l'histoire des parents, et qui vont questionner les parents, qui vont en quelque sorte, au bon sens du terme, provoquer la génération précédente pour l'amener à réfléchir. Et donc effectivement, l'incarnation, alors là aussi il y a pas mal d'ambiguïté, l'incarnation par excellence politiquement, c'est Willy Brandt et son fameux geste à Varsovie. Il s'agenouille devant le mémorial. Oui, il s'agenouille devant le mémorial au ghetto de Varsovie. Lui, le résistant de 1933, lui qui n'a absolument aucune compromission à l'égard du régime national-socialiste, le résistant, l'homme du manifeste de Buchenwald avec Hermann Brill, le maire de Berlin aussi. Il y a toute une symbolique derrière qui endosse sur lui, au nom du peuple allemand, la responsabilité de ce qui s'est passé. Donc lui, mais il est tout de suite suivi par quelqu'un qui, sans être compromis, lui succède aux affaires et qui, lui, a été membre de la Wehrmacht, Helmut Schmidt, et qui parlait sans cesse du modèle Deutschland, le modèle allemand. On regarde Helmut Schmidt, il y a une espèce d'apologie d'un modèle allemand. L'Allemagne est fière de ce qu'elle est devenue dans les années 70, la première puissance économique continentale, une puissance pacifique, une puissance qui donne envie. Il n'y a qu'à regarder en France à la même période les tentatives d'un Pompidou puis d'un Giscard, de dire on va essayer de rattraper le fossé avec l'Allemagne. Schmitt parle en permanence du modèle allemand, modèle Deutschland comme il disait, et cette génération-là, Fassbinder, Wenders et des intellectuels en permanence interrogent ce modèle. C'est quoi ce modèle? Il s'est construit sur quoi? Et bien les trois films de Fassbinder vous font réfléchir ce sur quoi il s'est construit. Oui. Alors parlons maintenant de Veronika Voss. Le début, c'est, si je me souviens bien, une allocution radiodiffusée de Konrad Adenauer. Donc là, on est dans les années 55, 57. 8. Konrad Adenauer quitte le pouvoir en 63. Ouais. Alors donc, Veronika Voss. Veronika Voss, c'est le secret de Veronika Voss. Je voudrais d'abord dire une chose. Mauvaise traduction. Non, pardon, Lola, une femme allemande, c'est ça qui commence par... Lola commence par le discours d'Adenauer. Voilà, d'Adenauer. Oui. Parlons de Lola, c'est moi qui me suis... En fait, Lola, c'est la reconstruction de la République de Bonn. Ouais. Voilà, c'est-à-dire cette RFA championne de la croissance européenne, si je peux me permettre une expression maladroite, c'est la Chine de l'époque, en termes de locomotive pour les économies européennes, c'est des taux de croissance autour de 7-8% en permanence sur une dizaine d'années, qui font qu'en fait, l'Allemagne a tourné au milieu des années 50 la page de la guerre sur bien des plans. D'abord sur le plan économique, ensuite sur le plan international, puisqu'en 1954, le réarmement allemand est autorisé, il va commencer à partir de 1955, puisqu'à partir de 1955, sans qu'elle soit reconnue officiellement par le bloc de l'Est, les nouveaux dirigeants soviétiques accueillent Adenauer à Moscou, c'est quand même une belle reconnaissance de la RFA. Donc cette Allemagne est reconnue, elle existe, elle est en quelque sorte la puissance économique, elle est membre de l'OTAN à ce moment-là, et donc c'est cette réussite qui est interrogée par Fassbinder. Et sur quoi il met le doigt? Sur Lola, une femme qui est d'un cynisme absolu, sur un entrepreneur véreux, qui est son souteneur, voilà. Promoteur immobilier, qui montre qu'en fait, que tous les coups sont permis pour la réussite économique, et que finalement, on s'assoit sur toute une série
de principes éthiques dans les affaires, et un vieux représentant de l'État, architecte de formation von Böhm dans le film, qui est censé incarner une Allemagne des principes d'avant, et même d'avant le nazisme, puisqu'il vient vérifier la conformité des bâtiments, des chantiers, de l'appareil étatique, et qui tombe amoureux de Lola, qui l'entraîne à sa perte. Donc, qui a deux faces, Lola, puisque c'est une femme cynique, mais c'est en même temps une prostituée célèbre, de bonne. Et donc, qui montre que cette Lola, cette femme, et son cynisme, c'est ça, l'Allemagne de la reconstruction. Tous les moyens ont été bons pour parvenir au modèle Deutschland, et qui broie les enfants qu'elle entraîne avec elle, ou les hommes, en l'occurrence, qu'elle entraîne avec elle. Donc, c'est une interrogation du fameux modèle allemand, par Fassbinder, et qui montre que fondamentalement, en termes d'éthique, pas grand-chose n'a changé par rapport à la période précédente, et qui invite, parce que c'est contemporain de ces trois films-là, le Berlin Alexanderplatz, c'est ça la grande invitation de Fassbinder, de lire l'histoire allemande en continu, et pas comme une césure avec une nouvelle page. C'est un roman continu, et qui interroge la continuité de ce roman, la continuité des sentiments, la continuité des principes éthiques, bref, c'est toujours répondre à cette question, qui sommes-nous, nous, Allemands? Et alors avec Veronika Voss, qu'est-ce que tu as à en dire du film? Des trois, je peux faire une remarque personnelle, oui. Des trois, c'est mon préféré. Parce que d'abord, le titre, c'est ce que je voulais dire avant, me semble mal traduit. Parce qu'en français, on traduit Le secret de Veronika Voss, un titre allemand qui est Die Sehnsucht der Veronika Voss. Sehnsucht, c'est la nostalgie. Avec dans le titre Sucht, c'est l'addiction. Or, tu vois dans le film l'addiction dont elle sera finalement victime, cette Veronika Voss. Je trouve qu'il a réussi dans ce film, avec sa tonalité noir et blanc, à renouer avec les grands traits de l'expressionnisme allemand, par touche, comme ça. Et en fait, ce qu'il montre clairement, c'est que cette nouvelle Allemagne n'arrive pas à tourner la page. Et on tourne simplement la page, comment? Dans la page, elle est tournée, et c'est là que le héros masculin revient, par ce journaliste qui enquête sur Veronika Voss. Qui lui aussi est journaliste, alors que Maria Braun s'est terminée avec une chronique radio. Exactement, finale. Mais il y a des points communs entre les trois films, on peut y revenir. Ce journaliste, en retournant au match de foot, là encore une fois le match de foot, il va voir le Munich 1860, qui est un club historique, c'est pas le Bayern, c'est l'autre club historique qui est encore plus vieux que le Bayern à Munich. En allant voir ce match de foot, eh bien, il continue la vie allemande là où tu as une double mort, la mort de Veronika Voss, et la mort magnifique de ce couple de juifs rescapés des camps qui n'arrivent pas à survivre à la douleur de cet épisode concentrationnaire et qui n'y survivent que par l'injection de morphine que donne ce couple de médecins et qui meurent de cette addiction destinée à leur faire oublier. Et donc finalement, la mort est l'issue de ces personnages qui regardent trop dans le passé nazi. Et l'espoir, parce qu'il n'est pas fondamentalement pessimiste, l'espoir vient avec ce journaliste qui fait son travail, qui se relève et qui à la fin va s'adonner à ce qui l'intéresse, c'est-à-dire le match de football. Et Veronika Voss, oui, elle est addictive à la drogue. Donc quel beau personnage de femme nostalgique de sa gloire passée. Oui, comme dans Sunset Boulevard de Billy Wilder, c'est-à-dire qui parle de l'histoire d'une star déchue du 7e art, puisqu'elle était célèbre quand il était muet, le cinéma, et qui n'a pas pu réussir le passage du muet au parlant. Et elle est à la recherche des émotions liées à sa célébrité passée, et en même temps, elle est confrontée au constat de l'irréparabilité du passé de cette célébrité. Elle ne retrouvera plus les émotions. Elle ne reviendra pas, donc elle essaye d'oublier dans des paradis artificiels comme ceux fournis par la drogue.
Et le seul vrai oubli, c'est ça qui est fort, c'est la mort. Voilà. Pour le couple de juifs comme pour elle, Voilà. à la fin. Oui. Et donc c'est aussi une incitation, quelque part, à travers ce personnage qui est aussi un beau personnage masculin. C'est là où, par exemple, en fait, le personnage féminin et le personnage masculin avancent ensemble dans le film. Et donc c'est une invitation à renouer avec l'histoire. Il y a eu ce nazisme qui n'est pas une parenthèse, mais qui n'empêche pas une forme d'histoire allemande de continuer. Et donc les hommes commencent à revenir sur le devant de la scène fassbinderienne, on pourrait dire, avec ce fonctionnaire qui peut-être n'est pas le plus démocrate du monde, mais qui a des principes et qui pense qu'on ne peut plus Ils reviennent à travers ce journaliste sportif, et le journaliste sportif qui vient en permanence donner un coup de main pour essayer de sauver Véronica qui s'enfonce de plus en plus. Et qu'on ne peut pas se contenter de l'arbitraire auquel on a été habitué avec la dérive et le vertige tragique et criminel du nazisme. Alors, mais ce qui m'a intéressé, c'est de prendre ça comme un tout. Ouais. Et je veux dire, pour un historien, c'est fascinant de voir aussi l'œuvre d'historien que fait Fassbinder à travers ce film, par ses interrogations. C'est-à-dire, en fait, il est interprète. C'est pas une histoire au sens classique du terme. C'est une réflexion sur l'histoire qui en fait un magnifique interprète de l'histoire allemande. Eh bien, je dois dire aussi que avec ton aide et puis l'aide d'autres de tes collègues de Sciences Po Strasbourg, de l'IEP, l'Institut d'études politiques de Strasbourg, et j'espère encore avec l'aide du Goethe-Institut, quand il y aura la réouverture des salles, on va relancer sur des chapeaux de roue germano-film, et que voilà, là il y aura 3 rendez-vous qui seront intéressants sur pour les 3 projections débat qui seront intéressantes à cet égard. Maintenant, avant de terminer, peut-être on peut retrouver quels sont les points communs, déclinés forcément de façon différente entre ces 3 films, mais ce qui reste dans le passage de l'un à l'autre et au troisième, je dirais le poste de radio, comme symbole aussi et de la communication et du lien entre les Allemands, mais aussi comme objet de consommation électroménager en quelque sorte. Il y a aussi ce soldat noir qu'on retrouve et dans Lola et auparavant dans Le mariage de Maria Braun et dans Véronica Voss. Donc si tu as quelque chose à dire à ce sujet, c'est le moment d'en parler ou de te taire à jamais, comme on dit dans les films américains. Et plus d'autres points communs que tu verrais. C'est une symbolique multiple. C'est les États-Unis comme puissance occupante, mais c'est aussi le soldat noir par rapport à un pays qui avait la théorie raciale au cœur de sa philosophie politique. C'est aussi le pays qui reconstruit, et c'est aussi la naissance, parce que chez Fassbinder il y a tout avec les clins d'œil, c'est aussi la symbolique de ces mixtes allemands que sont les germano-américains, ces enfants de couples mixtes, une allemande et un américain noir, ou l'inverse, dont, si je reviens au football, l'un des enfants, un dénommé Félix Magath, était un héros de l'équipe nationale allemande dans les années 70-80, génération de Fassbinder, ou un autre grand joueur allemand du Hamburger Sportverein, Jimmy Hartwig, le nom de Jimmy Hartwig, fils d'une Allemande et d'un Américain, sont ces métis qui finalement ouvrent d'autres portes. Voilà. Et en même temps, cet engouement qui avait beaucoup plus peut-être qu'en France, de façon plus profonde en tout cas qu'en France, pour la musique rock, jazz américaine. Il y a encore des clubs de rock. Wenders, c'est un fan de rock américain, voilà. Un autre cinéaste de cette génération. Donc oui, tu as tout à fait raison de mettre ça en allemand. Il y a une autre constante, c'est le football dans les 3 films. Le stade, c'est la finale de Berne. Le stade est présent dans le monde de l'entrepreneur Lola. Le stade est présent à travers le club de Munich et la passion du journaliste. Donc ça aussi, c'est un trait que l'on retrouve dans les 3 films des renvois. Voilà, alors écoute, comme d'habitude, tu es toujours
Ça force l'admiration, toutes les analyses C'est toujours pertinentes très et gentil. brillantes. Après t'avoir remercié devant toutes nos amies spectatrices et nos amis spectateurs, et avant de vous donner rendez-vous pour le jour où il y aura la réouverture des salles de cinéma, je te laisse le soin de dire le dernier mot de cette suggestion cinéphile. Prenez soin de vous et on espère vous retrouver le plus rapidement possible dans cette très belle salle. Vous nous manquez. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup Sylvain. Merci Farouk. Au revoir.